Alors bonjour à tous, c'est Melvin Tallier, secrétaire général du Cercle d'études pour la Renaissance française. Aujourd'hui, nous allons voir Bruno Gollnisch, ex-vice-président du Front National, également député européen et député national à l'Assemblée nationale il y a quelques années. Nous allons aller chez lui pour parler de l'actualité, évidemment de la Turquie, du Japon aussi et de ses passions. Alors allez-y, suivez-moi. Alors Bruno Gollnisch, tout d'abord bonjour. Bonjour. Devrais-je dire konnichiwa, arigato gozaimashita. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous réponds do itashimashite, qui veut dire il n'y a pas de quoi. Voilà, puisque vous m'avez dit bonjour et merci. Absolument. Et d'ailleurs, merci donc de recevoir l'équipe du Cercle d'études pour la Renaissance française ici dans votre maison et qui plus est chaleureusement. Alors, pourquoi cette introduction avec une bribe de japonais? Eh bien parce que vous êtes évidemment connu dans le milieu dit de la droite nationale comme étant l'ancien vice-président du Front National. Vous avez été député français dans les années 80, puis député européen de multiples reprises tout en ayant exercé les fonctions de conseiller municipal et régional à Lyon et au conseil régional de Rhône-Alpes. Mais le jeune Bruno qui est parti à 24 ans au Japon et qui par la suite est devenu professeur des universités de langue et civilisation japonaise de 1980 à 2012, ce jeune Bruno, comment est-il tombé amoureux du Japon et d'où vient cet engouement pour ce pays? Ben, en réalité, au départ, c'est pas véritablement un engouement, encore que quand ma mère me disait que j'avais 10 ans à l'époque, que c'était des gens qui vivaient dans des maisons de bois et papier, ça m'amusait beaucoup et évidemment ça m'intriguait. J'ai toujours été fasciné en revanche par les écritures et notamment évidemment les hiéroglyphes qu'étant enfant, là encore, j'avais découvert à l'occasion d'une visite au musée du Louvre, les hiéroglyphes égyptiens, par la suite d'autres écritures qui m'ont intéressé. En réalité, ce que je voulais faire, parce que je faisais du droit et j'étais à l'Institut d'études politiques de Paris, je voulais passer le concours des affaires étrangères, le concours du cadre Orient. C'est un concours, le grand niveau est qui donne la parité avec l'ENA. L'ENA servait au recrutement des diplomates pour les pays de langue et culture occidentale et tout le reste du monde, c'est-à-dire les 2 tiers du monde, ou les 3 quarts. C'était ce concours d'Orient. On avait le choix entre plusieurs zones et plusieurs langues. J'aurais pu prendre, par exemple, l'Europe de l'Est et l'Union soviétique, avec comme première langue le russe, mais je n'étais pas russophone de naissance, contrairement à certains, et je n'en avais pas fait au lycée. J'aurais pu prendre l'arabe pour le Moyen-Orient, j'aurais pu prendre pour l'Extrême-Orient le chinois, mais c'était la révolution culturelle, c'est-à-dire que c'était l'enfer en Chine, et les étrangers pouvaient très peu avoir de contact avec les Chinois, d'autant plus que les gardes rouges de Mao Tse-tung menaient une vie infernale aux ambassades, etc. J'ai failli prendre le hindi, car l'Inde me fascinait, le hindi en première langue, mais le hindi, qui est parlé par des centaines de millions de personnes, ne s'est malgré tout pas imposé comme langue de l'Inde, restait le japonais. Alors le Japon, on découvrait les progrès économiques du Japon. À l'époque, il y avait un best-seller qui s'appelait Japon troisième grand, de Robert Guillain, un journaliste du Monde. On voyait que c'était une grande puissance économique. En plus, c'est une civilisation très intéressante, spécifique, avec beaucoup de traditions. Je pouvais espérer, si je ne réussissais pas le concours d'Orient, faire carrière dans les affaires. Et puis au Japon, alors contrairement au hindi, c'est vraiment nécessaire de connaître le japonais. Et avec l'anglais, on reste quand même à un niveau très superficiel. Alors j'ai pris le Japon comme première langue, le malais indonésien qui est beaucoup plus facile comme deuxième langue, et finalement, après avoir terminé mes études de droit, je me suis dit, bon, bah, avant de présenter ce concours, je vais quand même passer un séjour au Japon. J'ai postulé pour une bourse du ministère des Affaires étrangères que j'ai obtenu, une bourse de recherche à la faculté de droit de Kyoto. Je m'étais dit, 24 ans, c'est ça? oui, j'étais pour faire ma thèse de doctorat.
avec mon maître, le professeur Robert, qui a été au Conseil constitutionnel, nommé par Fabius. C'est pour ça que quand on peut pas dire que ma carrière ait été faite par la droite. Hein. Bon, eh bien, j'étais en séjour au Japon quand précisément le professeur Robert, qui avait séjourné au Japon, est venu faire un tour. Il a trouvé que ce que je faisais était intéressant. Il n'y avait pas de juriste français parlant le japonais, et il m'a proposé un poste à l'Institut de droit comparé de la faculté de droit de Paris qui regroupait l'enseignement et la recherche sur les droits étrangers. Alors j'ai commencé à faire une carrière de juriste spécialisé dans le droit international, le droit comparé, et notamment j'ai créé le cours à 25 ans, j'ai créé le cours de droit des pays Extrême-Orient à la faculté de droit de Paris et le cours de droit du Japon à l'école des langues orientales. Et puis après, je suis devenu maître de conférence des facultés de droit, alors là, droit public, droit international à Metz. Et puis finalement, on m'a proposé une chaire comme vous l'avez dit, de japonais à l'université de Lyon, de créer la chaire de japonais à l'université de Lyon, qui depuis très longtemps avait une chaire de chinois. C'était une grande faculté des langues, puisqu'il y avait 25 langues étrangères enseignées aujourd'hui à plus de 2000 étudiants, peut-être 3000, quelque chose comme ça. Bon, et je suis arrivé dans cette université, j'ai été très bien accueilli, mes collègues, sachant que je venais du droit, m'ont pensé que je savais lire un arrêté ministériel, ils m'ont demandé d'être assesseur, c'est-à-dire assistant du doyen, c'est-à-dire du directeur de la faculté à l'époque, lequel, pour raison de santé, a résilié quelques mois après ses fonctions, et du coup, j'ai dirigé cette faculté, ce qui était évidemment une expérience très intéressante. J'avais vu une information, il me semble que à ce moment-là, vous êtes un des plus jeunes doyens. De France, oui, oui, mais c'est un peu aussi un concours de circonstances. Bon, évidemment. Oui. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui êtes allé vers le Japon, c'est le Japon ensuite qui vous a suivi tout le long de votre vie, quelque part. Ben oui, et puis alors, j'ai épousé une japonaise, vous avez vu mon épouse d'ailleurs. Alors, tout le monde croit d'ailleurs que je l'ai connue au cours de mon séjour au Japon. C'est pas du tout ça. Je suis rentré du Japon célibataire, ce qui est une rare performance chez les jeunes occidentaux qui résident dans ce pays, et j'ai rencontré 5 ans après, mon épouse à Paris, où elle étudiait de son côté la langue et la civilisation française. Alors, un dernier mot sur le Japon, avant d'arriver aux questions qui touchent l'Europe, et plus particulièrement la France. Qu'est-ce que la France a à envier au Japon, et inversement, qu'est-ce que le Japon a à envier à la France ? Alors c'est une très bonne question. Écoutez, pour la traiter, je pense, j'avais prévu d'ailleurs la semaine prochaine de recevoir dans le Midi chez ma mère un ami allemand avec lequel j'étais étudiant à Kyoto. On a un peu fait les 400 coups. Depuis, il est devenu quelqu'un de très sérieux. Il a été ambassadeur d'Allemagne en Chine et au Japon. Il était plutôt de gauche. On devait préparer un livre de débat justement sur notre vision commune, savoir ce que les pays européens ont à envier au Japon et ce que le Japon a à envier aux pays d'Europe. On est dans le thème. Donc on est tout à fait dans le thème. Alors, qu'est-ce que la France a à envier au Japon? Beaucoup de choses. Elle a à envier d'abord le fait que le Japon n'a pas connu une rupture aussi dramatique, d'une certaine façon, dans son histoire politique, et pas seulement dans son histoire politique, dans son histoire culturelle, je dirais presque spirituelle, que la Révolution française. Par conséquent, le Japon était un pays féodal, mais il a trouvé au XIXe siècle, après le contact avec les Occidentaux, les ressources d'une modernisation. Comment ? Oui, c'est récent, oui, c'est Meiji, c'est 1868, donc c'est assez récent. C'est très proche de l'anniversaire de la Troisième République que l'on vient de célébrer. Et donc, mais il n'y a pas eu de rupture dans les mentalités. Et contrairement à ce qui s'est passé en France, où, me semble-t-il, depuis la Révolution française, on souffre de ce que la grande voix de Solzhenitsyn, vous savez, le célèbre dissident et remarquable écrivain soviétique, dans son discours aux Occidentaux, lui qui vient du communisme et qui a combattu le communisme, intellectuellement, il dit la grande faiblesse du monde occidental,
c'est l'hypertrophie de l'individualisme juridique. Autrement dit, la revendication des droits avant celle des devoirs. Vous voyez qu'on est en plein dedans, parce que même Monsieur Macron, que l'esprit vient aussi à nos dirigeants, s'en est rendu compte, effectivement. Et ceci est effectivement la grande faiblesse de nos sociétés. Alors c'est pas du tout le cas, pour le moment encore, du moins au Japon, qui est une société confucéenne, où les gens sont très conscients des hiérarchies, y compris quand vous êtes étudiant. Il y a une hiérarchie entre les étudiants selon leur ancienneté. Donc, voilà, on voit des... Oui. Oui, enfin, il y a eu beaucoup, il y a eu aussi beaucoup d'événements révolutionnaires. Dans la foulée de 68, ça a été, même moi, quand j'étais étudiant au Japon en 75, 74, 75, il y avait des mouvements anarchistes qui s'en prenaient aux professeurs, etc. Bon, mais tout ça est rentré dans l'ordre, si l'on peut dire. Mais c'est sûr que c'est une société confucéenne où on est conscient de ses devoirs. Et, par exemple, moi, j'ai été intégré tout de suite dans le cercle de droit international de la région du Kansai, Osaka, Kobe, Kyoto, une très grande région du Japon, où il y a 40 universités, si vous voulez. Donc, on était une cinquantaine de personnes, ou soixantaine de personnes. Alors, il y avait au sommet, il y avait les grands professeurs des universités prestigieuses à la retraite, puis les professeurs en exercice, puis les maîtres de conférences, etc. Et alors, moi, j'ai compris que j'étais le numéro 28 bis, un jour, c'est-à-dire que les étudiants qui étaient plus jeunes que moi, il fallait que je leur parle le langage familier, sinon c'était manifester une certaine distance. Et puis même cet étudiant qui était lui en 3e année de doctorat, alors que moi j'avais été intégré en 2e année de doctorat, eh bien il était pour moi un senpai, un aîné, donc je lui parlais le langage respectueux, vous voyez. Mais un pays très codé, en fait. C'est très codé, mais c'est assez intéressant parce que on n'est pas isolé. Je pense que j'étais beaucoup mieux intégré que ne le serait un étudiant japonais qui débarque à la Sorbonne. Alors en revanche, qu'est-ce que le Japon a envié à la France? Il lui a envie quand même beaucoup de choses. Son art de vivre, ses variétés, sa gastronomie. Qu'il a assimilé d'ailleurs, parce qu'il y a d'excellents restaurants de cuisine française, et le mieux d'ailleurs, c'est quand ils mélangent un petit peu les deux, avec des ingrédients, la musique classique, là aussi, où ils sont devenus excellents, donc il y a des choses quand même admirables dans cette civilisation française, et au-delà, la civilisation chrétienne et européenne, qui ont fait l'admiration des Japonais, dans lesquels d'ailleurs ils se sont montrés excellents, et puis peut-être quand même un petit peu plus d'individualisme, c'est sûr. Et puis aussi nos facultés d'assimilation, on en reparlera peut-être, parce que le Japon est une société très cohérente sur le plan culturel, sur le plan peut-on dire ethnique, si vous voulez, mais c'est vrai que même si les étrangers, dans mon genre, ils sont toujours très bien accueillis, très bien reçus, c'est très difficile de devenir japonais, voilà, bien évidemment. Bien sûr. Okay, d'accord. Alors, pour vous, Bruno Gollnisch, la Turquie est-elle une vraie menace pour l'Europe? Aurait-elle d'ailleurs les moyens de mener une politique belliciste? Ou alors finalement, est-ce que tout ça n'est pas une sorte de chronique de la guerre des civilisations et que la Turquie ne récupère pas en fait tout simplement le rôle qu'elle a eu pendant 1000 ans au Moyen-Orient? Je vais vous donner une appréciation modérée, mais que je crois la plus proche de la vérité, sinon je ne vous la donnerai pas, mais qui va peut-être décevoir un certain nombre de nos amis qui voient effectivement M. Erdogan, qui le rêve peut-être un peu d'être le nouveau sultan, puisque vous le savez, effectivement, les Turcs, qui ne sont pas du tout des Arabes, mais alors pas du tout, n'est-ce pas? En réalité, ce sont des Asiatiques. Bon, voilà, venus de l'Asie centrale, des plateaux de l'Altaï. Bon, donc plutôt apparentés aux Mongols, aux Mandchous, aux Toungouzes, que sais-je encore. Bon, les Turcs avaient repris à leur compte le califat. Et le sultan ottoman se voulait calife, bon, c'est-à-dire commandeur des croyants, de l'Oumma, et de l'ensemble de la communauté musulmane, en tout cas sunnite. Bon.
Et c'est sûr qu'il y a un nationalisme chez Monsieur Erdogan. Mais le problème, je crois que la Turquie représente une menace dans la mesure où l'Europe l'a laissé faire. Par exemple, qu'est-ce qui fait que la situation est périlleuse? C'est qu'il y a des millions de Turcs en Allemagne, et que l'Allemagne n'est plus tout à fait libre de ses mouvements. Et qu'il y en a des centaines de milliers, mais j'en connais qui se comportent tout à fait convenablement. Bon, mais enfin, il y en a quand même énormément aussi, par exemple dans l'est de la France, en Alsace, etc. Et peut-être en nombre, certainement d'ailleurs, à beaucoup d'égards, en nombre excessif. Bon, et que évidemment, compte tenu de leur démographie, qui est plus importante que celle des Européens. Combien de la population de Turquie? Oh, j'en ai aucune idée. Hein. Je crois que ça doit être aujourd'hui de l'ordre de 80 millions, quelque chose comme ça. Je dis peut-être une bêtise à vérifier. Hein. Voilà, il faut aller regarder dans Doctus cum Google, regardez dans Google, Wikipédia, publicité gratuite et non payante. Bon, mais il y a une démographie qui est beaucoup plus dynamique. C'est pas difficile que celle des pays occidentaux, lesquels est en voie d'implosion. La nature a horreur du vide. Si vous laissez des communautés turques s'installer en Europe, eh bien sûr, l'État turc se considérera naturellement comme leur protecteur, et le fait du nombre et de la proximité fait qu'ils vont organiser leur communauté. C'est ce qui se passe pour les Maghrébins, c'est ce qui se passe pour les Maliens, c'est ce qui se passe pour beaucoup de populations que nous avons laissées s'installer à l'intérieur de nos frontières. Bon. Et se ghettoiser, qui plus est. Se ghettoiser, on nous fait le reproche de les avoir mis dans des ghettos, mais c'est pas du tout ça. C'est qu'on s'est efforcé, quand ces gens sont arrivés, de les loger dignement, dans de bien meilleures conditions que dans leur pays d'origine. Je m'empresse de le dire. Bon, alors, vous avez les gens ont tendance, quand ils sont expatriés, ils ont tendance à se grouper par affinité. Je peux vous dire que, puisqu'on parlait du Japon, à Tokyo, il y a les Européens, ils s'agglutinent plutôt de préférence, par exemple dans le quartier d'Akasaka, voilà. Oui, voilà. On nomme le quartier français, je crois. Presque, oui. Bon, voilà, les gens se regroupent par affinité. Alors après, on dit, on les a mis dans des ghettos. C'est pas du tout le cas. Personne ne les a empêchés d'aller où ils voulaient aller. Donc en fait, vous, quelque part, Bruno Gollnisch, est-ce que vous arrivez jusqu'à dire que Bruno Gollnisch, qu'Erdogan pourrait correspondre au type de dirigeant que vous pourriez potentiellement apprécier? Non, mais Jean-Marie Le Pen et moi, on avait eu surtout Jean-Marie Le Pen avait une relation, un contact avec M. Erbakan, qui était un peu l'ancêtre politique du parti de M. Erdogan. Mais moi, je ne suis pas indigné par le fait que des Turcs qui sont dans leur immense majorité musulmans essaient de s'inspirer de l'islam dans leur politique. Ça me paraît pas absolument scandaleux. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils veuillent nous l'imposer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne l'aspect militaire, est-ce que les Turcs sont capables d'une agression militaire? Oui. Et quand même, puisqu'ils en ont commis une, je vous rappelle, il y a déjà très longtemps, mais qui perdure, à Chypre. Oui. Et oui. À Chypre, il y avait une minorité turque qui était souvent en clash avec la majorité de la population grecque. La Turquie est intervenue et a d'autorité détaché une partie de Chypre pour y faire une république turque est-ce qu'elle ne cherche pas indépendante. Est-ce que la Turquie aujourd'hui ne cherche pas des casus belli? Est-ce qu'aujourd'hui, non, je ne crois pas qu'elle. Par exemple, à travers aussi, elle joue avec l'OTAN. Le problème actuel avec la Grèce, et c'est là que je vais peut-être décevoir un certain nombre de nos amis. Le problème actuel avec la Grèce, c'est le problème du plateau continental de la mer Égée. Bon, oui. Alors il faut voir que le problème, c'est que la Grèce est propriétaire, si j'ose dire, de toutes les îles, pour faire simple, y compris des îles absolument minuscules qui sont à 2 kilomètres de la côte turque.
D'accord. Ce qui fait que, excusez-moi de rentrer un peu dans le détail du droit international, ce qui fait que si on partage le plateau continental selon une ligne dite, selon la règle dite de l'équidistance, c'est-à-dire dont tous les points sont à égale distance de la côte des deux parties. Les points se mangent entre eux. Non, mais non, vous allez avoir une ligne d'équidistance qui sera entre ces îles minuscules grecques et la Turquie, sauf que le plateau continental turc, de ce fait, il sera absolument ridicule. Et les Turcs disent, on ne peut pas, au motif qu'il y a une île de quelques kilomètres carrés à peine habitée, vouloir s'approprier tout le plateau continental. Nous aussi, nous avons droit à un plateau continental. C'est quand même un peu plus nuancé. J'espère ne pas choquer mes amis grecs. C'est quand même un peu plus nuancé que ce que l'on entend généralement. Par conséquent, moi je crois que ce qu'il faudrait dans l'idéal, alors ça je ne sais pas du tout si c'est la volonté de M. Erdogan, c'est que les gouvernements grecs et turcs conviennent de s'en remettre un arbitrage international qui statue en équité. Voilà ce que je pense. Et j'espère de tout cœur que ça ne va pas dégénérer dans une guerre qui serait absolument calamiteuse. Et je crois aussi calamiteuse pour la Turquie que ça le serait évidemment pour la Grèce. Allons en France, si vous le voulez bien. Comment voyez-vous la France? Alors c'est facile à dire. Comment voyez-vous la France aujourd'hui dans 10 ans et croyez-vous au scénario de la guerre civile? Je vais même aller plus loin. Si les choses continuent comme ça, est-ce qu'il y aura une guerre civile? Parce que la guerre civile, ça suppose qu'il y ait deux parties qui s'affrontent. Et deux armées, en quelque sorte. Bon. Mais si ça continue comme ça, moi je suis pas sûr que les indigènes, les Gaulois, je sais pas comment il faut dire, les bolosses, diraient certains, vont avoir la capacité de réagir. C'est pas évident. On voit bien que le monopole de la violence, il appartient aux bandes. Notamment aux bandes ethniques, aux voyous, aux dealers, etc., dans des espaces de plus en plus nombreux, de plus en plus importants. Et est-ce que, pour qu'il y ait guerre, il faudrait qu'il y ait réaction? Or, la seule réaction dont on est eu, je parle d'une réaction violente, que je n'appelle pas... Ou du moins de force. Que je n'appelle pas de mes vœux. Que les choses soient claires, mais la seule réaction qu'on ait à ces exactions dont on ait entendu parler, elle était tellement exceptionnelle qu'elle a fait scandale, c'est celle des Tchétchènes à Dijon. Oui, non mais c'est vrai. J'ai pas entendu dire que des Dupont, des Martin, etc. se soient précipités et un jour aient réglé leur compte aux voyous qui leur pourrissaient la vie. Donc je pense que la situation est très préoccupante. Le terme de guerre civile est d'ailleurs aussi impropre parce qu'une guerre civile, ça oppose des citoyens à d'autres citoyens, comme la guerre de sécession américaine dont on a parlé, les États du Nord aux États confédérés du Sud, ou la guerre civile espagnole, mais là ça sera peut-être aussi une guerre étrangère. On aura peut-être quelque chose. Si on emploie le terme de guerre ethnique. Oui, je crois, oui, c'est un risque parce que ce que je vois, c'est un risque de radicalisation. On a vu, par exemple, à propos de cette affaire dérisoire de la caricature de Madame Obono, on voit que la Ligue de défense noire, etc., qui est une organisation absolument racialiste, présidée par un repris de justice, qui est très loin, évidemment, de représenter toutes les personnes qui vivent en France, toutes les personnes d'origine africaine ou d'origine antillaise, qu'on peut qualifier de noirs, qui vivent en France. Mais ça ne fait rien. Mais on voit aussi que par réaction, ça suscite de très forts sentiments d'hostilité, bien évidemment, comme l'affaire Traoré. L'affaire Traoré, la famille Traoré, c'est un record absolument, et qui a coûté des fortunes
à la France, en allocations diverses, en soins gratuits, en éducation gratuite, etc. Bon, Adama Traoré, paix à son âme, bon, était un délinquant qui a échappé aux gendarmes, lesquels, je vous signale, en pareil cas, sont habilités à faire usage de leurs armes. Bon, ils n'ont pas fait, il est mort de façon tout à fait accidentelle, il souffrait d'insuffisance respiratoire, etc. Bon, mais vous voyez les émeutes auxquelles les manifestations, les émeutes auxquelles ça a donné lieu. Bon, c'est extrêmement préoccupant. Alors quand on voit M. Dupond-Moretti qui reprend l'antienne de la gauche, à savoir que plus que l'insécurité, ce qui est à craindre, c'est le sentiment d'insécurité, c'est absolument incroyable. J'avais entendu Éric Zemmour dire ça il n'y a pas longtemps. On retourne dans le sentiment d'insécurité. Oui, c'est un terme de. C'est ça. C'est ce que me disait la gauche. C'est ce que nous disait la gauche quand il y avait un problème. Écoutez, la criminalité, je crois, j'ai les statistiques, je sais pas si j'avais, je les ai pris, mais statistiques d'organismes tout à fait officiels, sérieux, la Société française de criminologie, etc. La criminalité était multipliée par 6 en 50 ans. Bon, voilà, vous avez un certain nombre d'agressions, par exemple, de type de délits, qui sont absolument récurrents aujourd'hui, et qui n'existait absolument pas dans mon enfance, qui était inconcevable. Prenons par exemple les agressions contre les pompiers, dont la progression, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, bon, est de 20% cette année. Vous avez des types d'agressions, j'ai vu ça, par exemple les autotamponneuses, c'est-à-dire que des voyous maintenant tentent des embuscades aux voitures de police pour les percuter. Bon, si j'ose dire, dans mon enfance, les voyous, quand ils voyaient une voiture de police, bon, ils se taillaient le plus vite possible. Je termine là-dessus. Vous avez, je voudrais pas noircir le tableau, mais il y a un exemple tout à fait typique, n'est-ce pas? Je ne sais plus qui a dit, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. En France, bon. Et les agressions gratuites, ça aussi, c'est relativement nouveau. À la limite, les gens des salopards qui agressent une vieille dame pour lui prendre sa gourmette en or, etc. Bon, ça a pu exister avant, mais dans ce qu'on appelle cet ensauvagement, à juste titre d'ailleurs, les agressions gratuites, c'est évidemment particulièrement inquiétant. Bon. Alors, j'ai vu d'ailleurs sur un site, là récemment, un site d'un journal très sérieux, alors je ne sais plus si c'est pas 20 minutes Le Monde, qui prétend débusquer les fake news. Alors qui dit, mais c'est pas vrai du tout. Alors tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, parce que c'est pas vrai du tout qu'il y a une agression gratuite. C'est vrai qu'il y a une agression, il y a je sais plus combien, 700 000 agressions violentes par an. Ça veut dire effectivement, quand vous faites le ratio, ça fait une toutes les 44 secondes, mais ce sont pas des agressions gratuites, ce sont les violences hors cadre domestique et hors du vol ou de tentative de vol. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est ce qu'on appelle justement une agression gratuite. Oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Bon. Ah oui, mais je peux vous donner je peux retrouver le site. J'ai vu ça, voilà. C'est très exactement, c'est-à-dire que ce sont des violences qui n'ont pas pour but de s'approprier un bien, quelque chose comme ça, mais simplement de faire mal, de faire du mal, de faire violence à la société dans laquelle nous sommes. Et ça, effectivement, c'est extrêmement inquiétant, et par conséquent, il faut prendre des mesures, mais c'est pas du tout, et je parle là que j'en terminerai, c'est pas du tout irréversible. Tout à fait, c'est pas du tout une fatalité. Alors, justement, on va partir sur ce point. La question suivante, c'est l'assimilation étant originellement, c'est vrai, le principe même de la France, la remigration est-elle aujourd'hui souhaitable? Si oui, comment la réaliser? Alors, écoutez, j'ai lu hier un article remarquablement écrit, d'ailleurs, d'un monsieur Driss Ghali, bon, maghrébin, et un peuple maghrébin hostile, bon, surtout chez les jeunes. Pas tous les jeunes. Moi, quand j'ai été étudiant, j'avais les meilleures relations
avec des étudiants, quelles que fussent leurs origines, et quelles que fussent aussi leurs opinions politiques. Et je dois dire que quand j'ai été persécuté, et j'ai été persécuté par les autorités académiques, y compris par un recteur qui, pour devenir recteur, avait pris sa carte du RPR. Hein, bon, eh bien, ces étudiants, aux grandes dames du journal Libération, étaient tout à fait solidaires de moi et m'ont témoigné de la reconnaissance, etc., pour ce que j'avais pu leur enseigner. Par conséquent, il y a indiscutablement des jeunes gens qui sont d'origine étrangère et qui ont parfaitement leur place dans notre pays, et je ne me garderai bien de généraliser. En revanche, oui, je crois qu'il y a une certaine remigration, si vous voulez, est nécessaire, à commencer par celle des délinquants étrangers multirécidivistes. Enfin, c'est quand même absolument incroyable. Mais je vous rappelle que c'est pas la gauche. Et qui plus est, même des fois, même pas français. Oui, étrangers multirécidivistes. Les étrangers, déjà, commençons par ça. Ils occupent à peu près un tiers des prisons françaises. Bon, d'accord, enfin, au moins dans certaines prisons. Alors, commençons par les auteurs de crimes et de délits étrangers. Et je vous rappelle que c'est Monsieur Sarkozy qui a supprimé ce qu'on appelait la double peine, pour faire plaisir à la gauche. La double peine, c'était que quand quelqu'un était condamné, après, à l'issue de sa condamnation, de l'expulser de France. Je parle d'un étranger, encore une fois. On dit, ah ben non, c'est dégueulasse, parce que, vous comprenez, il a été condamné déjà à faire de la prison, alors en plus, on va pas l'expulser. Mais on rêve complètement. La double peine correspondait à une double faute. C'est-à-dire le crime ou le délit en lui-même, d'une part, et la violation de l'hospitalité française. Mais je dirais qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi, alors on dit, oui, mais par exemple, ce sont quelquefois des mineurs, etc. Mais écoutez, vous avez évoqué le fait que j'ai séjourné au Japon. J'étais célibataire à l'époque. Mais si j'avais été marié, si j'avais eu des enfants, bon. Et si mes enfants s'étaient conduits en agressant des chauffeurs de bus, en mettant le feu à des voitures, en dealant du hashish, ce qu'on voit tous les jours, quoi. Bon. Eh bien, je vous garantis que les autorités de l'immigration de ce pays m'auraient convoqué et m'auraient dit, Monsieur Golich, on vous aime bien, on n'a rien contre vous, mais qu'est-ce que vous voulez? Votre progéniture trouble l'ordre public ici, on a pris contact avec votre consulat, vous serez gentil de débarrasser le plancher avec votre marmaille dans les 8 jours. Mais c'est la notion du bien commun. Voilà, absolument. C'est-à-dire que mon titre de séjour aurait été révoqué. Bon, alors il y a ça, il y a évidemment le fait de ne pas d'octroyer la nationalité française de façon automatique, mais ça, les républicains, comme on dit aujourd'hui, anciennement UMP, anciennement RPR-UDF, s'étaient déjà engagés sous notre pression. Ils s'étaient formellement engagés à ça en 86, c'est-à-dire il y a 34 ans. Quand Chirac revient, ils ont un programme, le programme commun RPR-UDF, qui est un pâle décalque du programme du Front National, tout ça pour piper les voix des électeurs de droite. Ils s'engagent à réviser le code de la nation. Rien n'a changé aujourd'hui. Rien n'a changé aujourd'hui, rien n'a changé, rien n'a changé. Si vous êtes né en France, si vous avez vécu en France dans les 5 ans qui précèdent votre majorité, etc., vous recevez automatiquement, si vous avez un parent qui est français, même si, ou je vous dis, si vous êtes né en France, ou même si, eh bien, vous avez la nationalité française sans l'avoir demandé, et dans un certain nombre de cas, sans même pouvoir la répudier. Alors je reviens juste, alors j'ai pas du tout, j'ai pas pensé à noter, mais il me semble qu'il y a une loi en France pour les étrangers qui viennent par exemple pour une certaine durée, par exemple pour 10 ans. Oui. En France, il me semble que il y a une loi qui permet que ces 10 ans-là soient renouvelables automatiquement et qu'il n'y ait pas
Oui, c'est sur les 10 ans. C'est le renouvellement de la carte de séjour. C'est ça. Mais est-ce qu'en fait, revoir cette loi-là, est-ce que ça pourrait pas être le début d'une politique de rémigration de voir... Non, je crois qu'il faut revoir l'ensemble. Mais je crois qu'il faudrait commencer. Il faudrait commencer par le commencement. C'est-à-dire... Les fondations. Ne faire savoir de façon très claire que si l'on entre illégalement sur le territoire national, on ne sera pas régularisé. Parce qu'évidemment, c'est un appel d'air, ça, autrement. Bon, ça, c'est la première chose. Et évidemment, expulser vers leur pays d'origine. Vers leur pays d'origine, ceux qui entrent illégalement sur le territoire. Ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, expulser les délinquants étrangers. Dans le cas de conventions de transfèrement avec leur pays d'origine, que ces pays d'origine accepteraient. Ils accepteraient. Beaucoup d'entre eux sont dépendants d'ailleurs de l'aide que nous leur apportons dans le cadre de la coopération. Quatrièmement, il faut... C'est une question de courage. C'est une question de courage politique, mais ce sont des mesures. Toutes les mesures que nous proposons sont des mesures raisonnables, rationnelles, qui sont pratiquées par beaucoup d'États, par la plupart des États du monde, et des États parfaitement démocratiques et respectant absolument les droits de l'homme. Voilà. Est-ce que les Français ont encore le droit d'être maîtres chez eux ou pas, d'accepter le nombre, la qualité des gens qu'ils acceptent ou qu'ils refusent sur le territoire national? Alors on dit oui, mais bon, il faut revoir le droit d'asile. Le droit d'asile qui a été fait pour quelques dissidents politiques, enfin au XIXe siècle, pour Chopin fuyant sa Pologne occupée par la Russie. Bon, d'accord, mais aujourd'hui c'est absolument insensé. Vous avez, d'ailleurs, nous nous comportons mal. Je veux dire, tous ces gens qui hier à Calais, etc., dans la région, en essayant de façon désespérée de passer. On les laisse pratiquement vivre dans ces conditions misérables. Moi, j'ai honte. C'est vrai que c'est une situation honteuse. C'est vrai que c'est une situation honteuse. Mais d'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui est honteux. C'est qu'on envoie des jeunes Français dans nos armées se faire tuer en Afghanistan, soi-disant pour protéger l'Afghanistan des talibans, alors que les États-Unis vont livrer l'Afghanistan aux talibans, finalement. Hein. Glorieux bilan de leur intervention. Bien, on continue à faire tuer des jeunes Français. Récemment, un légionnaire français, on m'a reproché d'avoir dit qu'il était d'origine malgache. Bien sûr, il était de la Légion étrangère. Bon, mais je l'ai précisé pour dire qu'il n'avait rien à faire, le malheureux, en Afghanistan, a priori. Bon, et qu'il est mort pour la France, et je le considère comme tel, et je respecte profondément sa mémoire. Alors que des jeunes Afghans en âge de se battre viennent ici pour fuir la guerre. Mais je rêve. Quand la guerre de 14 a été déclenchée, mon grand-père, il n'est pas parti se réfugier en Suisse au motif qu'il y avait la guerre. Il n'avait pas l'âge d'être mobilisé, il s'est engagé dans l'armée de son pays pour le défendre. Donc pour conclure cette question, il faut attaquer la question de la remigration, premièrement d'un point de vue global. Oui. Et ensuite, on voit. Oui, mais alors ça avec des hommes courageux, ça ne veut pas dire qu'on va expulser tous les Français d'origine étrangère, voilà. Pas du tout. Voilà. C'est pas question de remettre en cause la nationalité française qui a été acquise par des gens qui par ailleurs se comportent bien. Puis moi, j'espère bien conserver mon épouse auprès de moi. J'ai épousé une étrangère après tout, qui a acquis la nationalité française par mariage. Et j'ai 3 enfants qui sont dont un fils officier de marine, qui est un patriote indiscutable. Bon, voilà. Donc, il n'est pas question. Nous avons des centaines de milliers, des millions, c'est vrai, de Français d'origine espagnole, portugaise, polonaise, italienne, et aussi originaires d'Afrique et d'Asie, qui se comportent parfaitement bien. Simplement, ce qu'il y a, c'est que nous avons le droit d'imposer à ceux qui viennent dans notre communauté nationale de respecter non seulement nos lois, mais nos mœurs, nos coutumes, et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la fameuse commission qui devait rendre un rapport sur la question du voile, qui avait été instauré par le gouvernement, j'ai dit nous avons le droit
de demander qu'ils respectent nos lois, nos mœurs, nos coutumes et même nos goûts. Voilà. Bruno Gollnisch, on va parler un petit peu de vous maintenant. Avez-vous un modèle politique, un maître à penser? J'ai pas un modèle politique en particulier, mais je me suis inspiré, enfin je veux dire, j'ai été intéressé par la lecture de beaucoup d'auteurs politiques. Je puis dire d'Aristote à Jean-Marie Le Pen, quoi. Bon, en passant par beaucoup d'autres, par Jean Housset, par beaucoup. Chacun apporte. Par exemple, il y a beaucoup de choses intéressantes dans Maurras, mais il y a forcément des choses qui sont aussi datées par rapport à la situation actuelle. Par exemple, une chose que Maurras n'avait pas prévue, parce que le problème ne se posait pas à son époque, c'est l'utilisation que l'Union européenne pouvait faire du régionalisme dont il était partisan pour essayer de démembrer les États et les structures nationales. Je vous prends cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai de l'intérêt pour les philosophes contre-révolutionnaires. Quand je relis les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, je dois dire que j'éprouve une certaine sympathie pour la fidélité qu'il a manifestée. Par exemple, j'ai aussi, voyez-vous, mon arrière-grand-père était ministre des Affaires étrangères et son frère, ils étaient tous les deux les fils d'un grand savant de l'époque, aujourd'hui complètement oublié, mais Pierre Flourens, qui a été élu contre Victor Hugo à l'Académie française, et qui était très connu à son époque. C'était un grand physiologiste, un grand médecin qui a découvert la médecine expérimentale, les localisations cérébrales, etc. Alors il y avait 3 fils. On va laisser de côté le raté, qui est celui qui était conseiller d'État. Et les 2 autres, alors il y a mon grand-oncle, je suis l'héritier, qui était lui un révolutionnaire français, voilà, il a fait essayé de faire la révolution contre Napoléon III, il a fait la révolution en Crète pour soulever les Crétois contre les Turcs, il avait la révolution en Pologne, et il a fini par faire la révolution en France. Il était ami de Marx, de Blanqui, il était à l'extrême gauche, mais il a fini héroïquement en général de la Commune, voilà. Et il a fini par être capturé par les Versaillais, et un capitaine versaillais, il était très connu, il y a beaucoup de rues à son nom, surtout dans des mairies communistes. Elle a fendu la tête d'un coup de sabre, voilà. Gustave Flourens, vous voyez, il est assez connu dans le palmarès révolutionnaire. Puis son frère Émile, qui est lui mon bisaïeul, mon arrière-grand-père, lui est devenu ministre des Affaires étrangères. Lui, il a fait l'alliance franco-russe. Il a protesté contre les persécutions anti-religieuses, anti-catholiques de la Troisième République. Il a fait reculer Bismarck, qui voulait reprendre la guerre contre la France à partir d'un prétexte, l'affaire Schneebele, et il a fini à l'Action française. Voilà. Alors, oui, j'ai donc, ne serait-ce que sur le plan, et puisqu'on parle de Sedan et du désastre de Sedan, puisque c'est l'anniversaire, les 150 ans, qui a provoqué désastre de Sedan, provoqué la proclamation de la République, le maire de Sedan en 1870, qui a dû faire face à la situation de chaos effroyable, cette défaite, hélas, dramatique, et dont sont issus tous nos problèmes du siècle suivant, ce maire de Sedan, c'était Edmond Gollnisch, voilà, dont je suis le descendant direct et l'héritier. Donc, mais il n'y a jamais, vous voyez, il n'y a pas eu trop de modérés dans la famille, mais il y avait un spectre assez large, et dont et même le révolutionnaire Gustave, eh bien, quand je relis ce qu'il écrivait, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'éprouve une certaine sympathie. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment la France qui vous a fait, quoi. Vous m'avez parlé de littérature. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est un peu tous ces auteurs-là qui ont fait. Donc vous êtes non seulement donc vous êtes un Français de souche, mais qui plus est, vous êtes un Français qui avait qui avait pris toute cette culture française. Donc vous représentez vraiment aujourd'hui cette. Oui, vous savez, je me suis surtout. D'abord, j'ai eu de très bons professeurs. J'ai été dans de bons lycées publics. Et j'ai beaucoup
Je me souviens avec émotion de mes professeurs de classe de 4e, de 3e, etc. Et des professeurs qui ne pensaient pas comme je pense aujourd'hui, qui étaient mon prof de philo, voilà, qui disait, vous savez, comme dans une dissertation, il disait, si vous, on demande notre opinion et que vous mettez en général, les choses se passent comme ceci, ou en général, et que ce n'est pas suivi après de en particulier, 10 points de moins. Bon, alors, ça apprenait à avoir une pensée assez rigoureuse, tout de même, hein, voilà, bon, hein, voilà, bon, oh là là. Puis il refusait toute copie qui portait la moindre rature. On avait intérêt à faire attention. Bon, et donc, oui, mais c'est ça, ça apprenait quand même une certaine rigueur. Et moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire. J'étais plus que par la littérature romanesque. Je n'ai pas lu beaucoup de romans dans ma vie, y compris ceux de grands auteurs. Pourquoi ? Parce que l'histoire m'intéressait plus, parce que la réalité dépasse la fiction. Vous avez des destins historiques absolument incroyables qu'on ne pourrait pas inventer comme personnage de roman, quoi. C'est Bruno Gollnisch, vous êtes un défenseur de la vérité. Ah oui, la vérité, oui, quod est adequatio rei et intellectus, comme disait saint Thomas, c'est-à-dire qui est l'adéquation entre la pensée et son objet, voilà, et l'objet auquel elle s'applique. Et ça, c'est très important. Et puisque vous me branchez sur la vérité, en quelque sorte, je vous disais, un jour, Jean-Marie Le Pen a cité l'évangile de Saint Jean. Veritas liberavit vos, la vérité vous libérera. Voilà. Et Madame Chomboux du Monde a mis ça sur le compte d'une citation nazie, si vous voulez. Elle a confondu avec Arbeit macht frei. Voilà. Alors, voilà. Il faut dire que ensuite, elle a été candidate d'extrême gauche. C'est-à-dire que ce journal bourgeois, qui était la référence de toutes les ambassades, et que les conseillers d'ambassade lisaient pour faire ensuite des rapports à leur gouvernement, c'est par ça, quand on a rencontré le Premier ministre japonais Nakasone, on s'est rendu compte que le gouvernement japonais, le Gai Musho, le ministère des Affaires étrangères, était informé sur le Front National par le journal Le Monde. Et les deux personnes qui traitaient Le Monde, c'était monsieur Rolla, qui était communiste, et monsieur Plenel, qui était trotskiste, et que je soupçonne de l'être toujours. C'est très intéressant d'avoir cette vision internationale des choses. Deux dernières questions que je vais vous donner en une seule. Premièrement, avez-vous des regrets politiques, des regrets personnels, des regrets, et votre lecture de moment? J'ai beaucoup de regrets. Alors, si je commence à vous les détailler, vous voyez. Mais je vous parlais de mon prof. C'est un divan. On ne s'est pas concerté, mais c'est intéressant parce que je vous parlais de mon prof de philo. La première dissertation de classe de philo, où j'étais avec Olivier Duhamel, entre autres, d'ailleurs. Bon, mais déjà, on était de bords tout à fait opposés quand on avait 16 ans. Bon, la première dissertation, le sujet donné, regret, remords, repentir. Alors là, vous voyez, il faut phosphorer. Qu'est-ce qui distingue le regret du remords et le remords du repentir? Alors j'ai des regrets, j'ai même des remords et j'ai même des repentirs. Bon, mais ce serait trop long de vous les énumérer tous. Bien sûr, oui, il y a beaucoup de choses que j'ai regrettées, mais dont je n'étais pas forcément à l'origine d'ailleurs. Hein. Bon, par exemple, il est certain que la scission de 1998 au Front National a été extrêmement douloureuse et je crois nous a fait perdre beaucoup de temps. Bon, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir d'un côté ou de l'autre, bien sûr, mais bon, je dis, est-ce que j'aurais pu faire plus et mieux? Oui, certainement, dans beaucoup de domaines. Et donc du coup, votre lecture du moment? Et ma lecture du moment, La cause du peuple de Patrick Buisson. D'accord. Que j'ai connu en faculté à Nanterre, parce que à Nanterre, dans les terribles années 68 et suivantes, hein, où nous étions étudiants, j'ai rencontré beaucoup de gens. Marie-France Charles, devenue Marie-France Tirbois, qui a été une figure du Front National, Patrick Buisson, qui n'était pas
n'a pas été membre du Front National, mais qui a été un journaliste de grand talent, un directeur de la chaîne Histoire, et un conseiller de Nicolas Sarkozy, et celui qui a fait élire Nicolas Sarkozy en lui disant, mais contrairement à vos prédécesseurs, voilà, la balance penche à droite, tenez donc un discours de droite. Et évidemment, Nicolas Sarkozy a déçu Patrick Buisson, et qui a écrit un bouquin qui est intéressant par deux aspects. C'est à la fois un compte-rendu du quinquennat de Sarkozy, où on voit que vraiment, bon ben, voilà, il a été élu en laissant croire à nos compatriotes qu'il allait régler un certain nombre de problèmes, et sitôt arrivé au pouvoir, il n'a fait l'ouverture qu'à gauche, enfin bon, tout cela est connu, mais le plus intéressant, ce sont ses réflexions politiques sur la société française, voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Bruno Gollnisch. J'aimerais bien vous serrer la main, mais le cœur y est. Ouais. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt. Merci.